Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézil Lacasse de Lacasse et Associés et, comme on le fait tous les mardis vers cette heure-ci, on va parler argent. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Pierre-Paul, des sujets extrêmement intéressants encore une fois et cette fois-ci, on va parler carte de crédit parce que on est dans une période après les fêtes. Ben oui, après les fêtes, on parle beaucoup de carte de crédit parce qu'il faut rembourser les dépenses qu'on a faites durant les fêtes. Quoique, il semblerait que cette année, on a été moins gourmand du côté des cartes de crédit, mais il en reste pas moins que de savoir utiliser une carte de crédit convenablement, c'est important. Oui, faut la comprendre. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent me consulter qui comprennent pas nécessairement comment ça fonctionne à différents niveaux la carte de crédit. Donc, c'est bon de faire un petit peu, on va dire, quelques rappels là sur les points de base et certains points un peu plus avancés. Notamment, évidemment, se rappeler que la carte de crédit, c'est une des dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de se financer avec ça. Lorsqu'on a des dettes sur une carte de crédit, 2, 3 cartes de crédit, et que ces dettes-là ne se ramènent pas à zéro, il faut penser assez rapidement, idéalement, de transférer ces dettes-là sur des cartes de crédit en prêt pour être capable de payer moins d'intérêt et pour avoir aussi une capacité de baisser ce montant-là. Quand on est sur une carte de crédit, des fois, c'est difficile avec une carte de crédit ou une marge de crédit. On paye les intérêts, OK, mais est-ce qu'on est capable de payer plus pour faire baisser le solde? Donc, quand on a un prêt, de un, on gagne sur le taux d'intérêt et de deux, habituellement, et de deux, on va se trouver dans une situation où on paye du capital et de l'intérêt. Donc, juste pour se forcer soi-même, donc les gens qui ont de la difficulté à payer plus que le minimum, le fait de l'avoir en prêt, ça nous fait payer du capital. Donc ça, c'est la première chose. Pierre-Paul, j'aimerais qu'on amène une nuance entre la marge de crédit et la carte de crédit. Évidemment, la marge de crédit, on ne part pas avec une carte de crédit d'impoche nécessairement, mais c'est deux produits différents, mais qui sont très proches l'un de l'autre finalement. Oui, c'est des types de crédits qu'on pourrait appeler des crédits rotatifs. Ça veut dire qu'on peut mettre de l'argent dessus comme on veut, jusqu'à un maximum évidemment, et on peut le payer aussi quand on veut. Une carte de crédit, une marge de crédit, on peut payer ça quand on veut. La différence de fonctionnement est quand même assez importante parce que la marge de crédit, c'est vraiment une limite qu'on a, on l'utilise, on a un taux d'intérêt qu'on paye et essentiellement, dépendamment des différents contrats, mais essentiellement, ça se limite à ça. Okay. Une carte de crédit, on a un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on met l'argent qu'on veut. Par contre, on a une date fixe de paiement sur cette carte-là et normalement, cette date fixe-là, pour payer le montant sur la carte dans lequel on voit aussi notre minimum, ça devrait être le moment où on paye notre carte au complet, qu'on la ramène à zéro. Carte de crédit, c'est faite pour être utilisée et ramenée à zéro. Okay. Si on a 20%, 22, 27% de taux d'intérêt, sur une carte, très important de la ramener à zéro à tous les mois. Les taux sont si hauts que ça, 27% au total annuel, ça, j'imagine, le taux? Oui, c'est ça, c'est des taux annuels. Oui, ça peut aller jusqu'à 28-29%, oui, absolument. Il y en a des cartes en fait, une carte de crédit, c'est qu'il y en a tellement, il y en a des centaines et des centaines de différentes institutions qui ont différents avantages. Certaines personnes vont payer, par exemple, un frais annuel plus élevé ou vont bénéficier d'un rabais quelconque pour toutes sortes de raisons dans lequel les taux d'intérêt vont être plus bas. Ça va arriver que les gens ont une carte de crédit avec un taux d'intérêt de 8-9%. Souvent, c'est soit parce qu'il y a un montant de frais annuels à payer important ou c'est parce qu'ils bénéficient d'un avantage soit par un ordre professionnel ou par d'autres conditions là avec le prêteur. Donc, mais la majorité des cartes de crédit, là, on est dans du 16, 18, 22, 24, 28, ça varie comme ça. Ça peut être des taux d'intérêt très élevés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce taux d'intérêt-là aussi, si on dépasse la date limite de paiement, c'est pas à ce moment-là que le taux d'intérêt se calcule. C'est à partir de l'achat. Donc, si on prend par exemple quelqu'un qui a une carte de crédit qui fait des achats pendant le mois de janvier, il arrive, il reçoit sa carte là, à la fin janvier, puis il a jusqu'au 20 février, par exemple, pour payer sa carte. Okay. S'il la paye au complet avant le 20 février, aucun impact, pas d'intérêt, tout est beau. Par contre, s'il la paye le 21 février, qui est seulement une journée plus tard que le 20 février qui était prévu, là, la personne va devoir payer l'intérêt sur tous ses achats. Okay. Donc, le calcul d'intérêt va être de la date de l'achat jusqu'au moment du paiement. Donc, quand il va recevoir son relevé le mois suivant, il va avoir cet intérêt-là qui va s'être ajouté à tous les achats qu'il va avoir fait dans le mois de février. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger là, parce que
Si on parle d'un taux d'intérêt, exemple, de 24 ben on parle de 2 par mois à peu près. Là, j'arrondis là parce qu'il y a quand même des intérêts qui sont capitalisés de façon plus c'est pas juste une fois par mois, là, c'est un peu plus complexe que ça. Mais essentiellement, si on a une carte de crédit de 24 ben on peut s'attendre à payer 2 d'intérêt par mois. Donc ça peut monter assez vite. Assez rapidement. Et j'imagine que cet intérêt-là, si on ne le paye pas l'autre mois suivant, il est aussi susceptible d'avoir de l'intérêt dessus. Absolument, c'est ça. C'est que le solde s'accumule et c'est comme ça que les gens accumulent malheureusement des soldes sur des cartes de crédit. C'est de cette façon-là. C'est qu'ils payent leur carte de crédit à jour, puis là il y a un mois il leur manque 400 $. Ben là il y a un calcul qui fait que ce 400 $-là, c'est quel achat, puis il y a un taux d'intérêt qui est mis. Donc le mois d'après, on a tous nos achats du mois, on a ce 400 $-là, mais on a aussi les intérêts sur ce montant-là. Donc c'est comme ça qu'à un moment donné là, on perd le contrôle. Là. OK. Il y a quand même certains avantages aussi avec les cartes de crédit, là. Notamment une carte de crédit, ben il y a quand même une bonne protection qu'on a versus la carte de débit. Il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent fréquemment là, leur carte de débit. Pour ceux qui se sont déjà fait frauder une carte de débit, c'est vraiment pas agréable, hein, parce que la carte de débit, c'est notre argent, c'est dans notre compte, c'est relié à notre compte de banque personnel. Alors que la carte de crédit, elle, c'est relié à une carte qui appartient à l'institution financière. Donc, si jamais il y a une fraude, on se fait voler notre carte, ben c'est assez rapide, assez facile de lever la main puis de dire oh minute, je me suis fait frauder, je veux vous aviser. Et là, ben il y a une protection qui est mise où la carte est annulée et on en remet une autre. Mais c'est l'argent de l'institution financière et eux vont faire leur démarche auprès de leur assureur et tout pour se faire rembourser. Alors que la carte débit, ben c'est notre argent. Donc avant que l'institution nous rembourse, par expérience, là, ça prend beaucoup plus de temps aux gens avant de se faire rembourser. Et quelquefois, là, il y a même des contestations que les gens ne se font pas rembourser. Donc, c'est vraiment un gros avantage donc d'utiliser la carte de crédit pour la protection et aussi pour tous les fameux systèmes de pointage qu'on peut avoir avec les cartes de crédit. Ah, ça marche comment, les systèmes de pointage? Parce que là, on réalise qu'on accumule des points, un peu comme une carte, je pense, Hermès ou le type de pointage qu'on retrouve sur ces cartes-là. Ça semble être la même chose ou quelque chose de similaire avec les cartes de crédit. Comment qu'on accumule ça? Oui, c'est similaire. Chaque carte a son calcul de points. Et des points, ben il y a des cartes que c'est très facile. Hein, les points sont en argent. Donc, on sait qu'on a accumulé, exemple, 2,95 $. Bon, mais parfait, c'est facile à comprendre. Par contre, il y a d'autres types de cartes que ça va être un système de pointage très, très obscur. Donc, il faut vraiment se renseigner et chaque carte a ses avantages. Par exemple, il y a des cartes qui vont être, ces fameux points-là vont s'accumuler plus quand on fait tel type de dépense. Donc, que ce soit une dépense, exemple, de restaurant ou une dépense de voyage. Et à l'inverse, les points qu'on a sur ces cartes-là, ils peuvent servir davantage à être plus avantageux à être utilisés quelquefois pour acheter des biens, quelquefois pour faire des voyages, puis d'autres fois pour payer des dépenses sur la carte avec ça. Donc, assurément, il faut bien comprendre ce qu'on paye. Hein. Notre annuel, là, il nous donne quoi? Donc, il y a certains types de cartes qui peuvent être utiles pour nous, dépendamment de ce qu'on fait. Donc, choisir la carte en fonction de ça. Et évidemment, il y a la problématique, si, exemple, on a des points puis on veut les utiliser pour acheter, exemple, de mettre de l'argent dans un REER. C'est une très bonne idée à la base, mais le premier problème qu'on rencontre, c'est que si on est dans une banque puis on veut utiliser les points, ils vont nous vendre des produits financiers qui vont dans un REER dans leur propre institution financière. Donc, on n'a pas accès nécessairement au marché. Fait que quand on a la capacité, dollar équivalent pour dollar équivalent, entre mettre l'argent dans un REER à notre institution financière ou payer une dépense sur notre carte, je favoriserais vraiment de payer la dépense sur la carte. Et avec l'économie qu'on a fait, donc avec l'argent qu'on a sauvé comme ça, cet argent-là, on peut à ce moment-là faire affaire avec un professionnel, un planificateur financier, un courtier en valeurs mobilières indépendant. Et là, se faire vraiment une stratégie pour choisir, là, est-ce qu'on met l'argent dans des REER, dans des CELI et où on le met aussi. Parce qu'on ne sera pas à ce moment-là entre guillemets, otage de notre institution financière. On va pouvoir choisir le produit qu'on veut. On ne sera pas obligé de rentrer dans une petite case et on va pouvoir aussi inscrire cet investissement-là dans un REER dans le cadre d'une planification financière plus large. Donc, c'est quand même important de faire cette planification-là. Pourquoi je recommande avec un planificateur financier indépendant? C'est tout simplement pour avoir accès à tous les meilleurs produits sur le marché. Si on est à la Banque Royale, c'est pas vrai que la Banque Royale a tous les meilleurs produits sur le marché, dépendamment de notre niveau de risque. Et ça, c'est vrai pour chaque institution financière.
Donc, faut vraiment s'asseoir et faire une planification de combien on veut la retraite, c'est quoi notre stratégie, et la majorité des planificateurs financiers vont faire ça de façon gratuite, là. Donc, parce que eux, ils veulent planifier avec nous notre placement, et eux vont faire un pourcentage sur l'argent qu'on place avec eux. Donc, ils ont autant d'avantages que nous à ce que notre patrimoine financier augmente. Donc, c'est vraiment une relation qu'on doit développer avec quelqu'un qu'on a confiance, avec qui on place l'argent, puis je recommanderais pas nécessairement d'utiliser les points de notre institution financière pour faire ça si on a la capacité de faire autre chose. Encore là, il va y avoir certaines cartes qui vont nous, entre guillemets, nous forcer. Le plus avantageux va être de placer cet argent-là avec eux. Ben, on peut le faire, mais quand ça arrive à échéance, ben, on en profite pour transférer ça ailleurs, là. Autrement dit, l'argent à la source, si on la place avec eux, on est capable en tout temps, après, à échéance, c'est-à-dire de transférer tout ça vers une autre institution, vers des indépendants, là, où on va avoir vraiment une ouverture de choix importante, là. Ben, surtout si, exemple, si on n'avait pas le choix, exemple, de le mettre dans un CPG qui est gelé là 5 ans. Ben, à la fin du CPG, à la fin du 5 ans, oui, pendant 5 ans, on a été obligé de le mettre là, mais à la fin du 5 ans, ben, on peut le sortir et le mettre où on veut, là. Donc, c'est dans ce sens-là, dès qu'on a un choix qu'on peut faire, ben, il faut contrôler notre argent, puis il faut choisir et comprendre dans quel produit financier on est. Il y a des gens qui ont de l'argent dans des REER, mais ne comprennent pas que le REER, exemple, c'est simplement une boîte fiscale dans laquelle on met des produits financiers. Donc, ça veut dire que le conseiller financier n'a pas expliqué, n'a pas fait son travail, là. Donc, c'est important de parler avec des gens qui nous l'expliquent, qui prennent le temps de nous l'expliquer, qui comprennent bien aussi ce qu'ils font, parce que malgré tout, c'est pas parce qu'on s'en va voir un courtier en valeur mobilière qui comprend nécessairement bien nos besoins, puis qu'il va nécessairement penser à notre meilleur intérêt. Donc, il faut développer cette relation-là. Il faut se renseigner auprès de nous, auprès de nos proches qui les gens utilisent, est-ce qu'ils ont confiance pour faire un choix éclairé. Puis une fois qu'on fait confiance à quelqu'un avec notre argent, ben on essaie de l'optimiser évidemment, puis on veut un plan qu'on comprend. Trop de gens malheureusement ne comprennent pas le plan, et après ça, quand on vit une baisse comme on vit présentement, ben des gens qui se disaient très très agressifs dans leur placement, puis que oui, moi j'ai pas peur du risque. Ben là, il y en a quand même une grosse partie qui sortent leur argent puis qui vont se placer de façon sécuritaire dans des CPG et qui prennent des grandes pertes à faire ça. Donc, très important que ça s'inscrive dans une stratégie globale, puis d'être conscient de ce qu'on fait. Puis si on n'a pas de tolérance au risque, ben c'est parfait, mais qu'on le sache et qu'on investisse en conséquence. De toute façon, on peut avertir notre spécialiste qui travaille avec nous que le risque, on vit très mal avec, là. Lui, il va agir en conséquence. C'est des analyses qui se font de toute façon au début quand on place notre argent. Ils n'ont pas le choix de faire, mais plus on est vers des courtiers indépendants, ben plus ils n'ont pas le choix de faire ça de façon rigoureuse aussi, là. OK. Pierre-Paul, on arrive déjà à la fin. Mon Dieu que ça va vite. On va donner des coordonnées pour vous rejoindre? Oui, absolument. Les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASE, peuvent nous écrire aussi, peuvent aller sur notre site internet lacasesyndic.com ou nous écrire à info@lacasesyndic.com. Nous écrire aussi sur Facebook, LinkedIn. Là, on répond évidemment à toutes les questions là, sur ces plateformes. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Ce fut très agréable et très instructif surtout. Alors, j'espère que les gens vont gérer leur carte de crédit de façon raisonnable et de façon intelligente surtout. Merci. Merci, Denis.